Traverser l'Afrique en courant, c'est se lancer dans un défi surhumain. 385 marathons à boucler en seulement 352 jours. Pour faire simple, sur le papier, c'est un pari insensé, quasiment irréalisable. Si on ne fait que regarder l'itinéraire, celui-ci passe à travers des zones de guerre, de nombreux déserts, dont le plus grand de la planète, le Sahara, qui abrite un grand nombre de groupes terroristes en n'oubliant pas des conditions météo atroces, sans compter les quelques pays extrêmement dangereux, blacklistés de partout à cause de leur taux élevé de criminalité. Être à pied en Afrique pendant 16 000 km, c'est savoir qu'il existe des chances pour qu'on ne revienne jamais. Au-delà des complexités géographiques qu'offre une telle course, il ne faut pas sous-estimer l'exploit physique qu'un tel défi demande au corps. Parcourir l'Afrique en 352 jours, ça nous fait une moyenne de plus de 50 km de running journalier. Et ça, un humain devra l'encaisser. C'est un exploit physique tellement difficile à réaliser que même avec tout l'entraînement au monde, si vous n'avez pas la bonne génétique, vous pouvez déjà remballer vos valises et rentrer chez vous. Quand je parle de génétique, ça passe notamment par avoir une VO2 max élevée ou non. Il s'agit de la capacité maximale du corps à utiliser l'oxygène pendant un effort intense. Plus la VO2 max est élevée, plus une personne peut courir à un rythme soutenu sur de très longues distances. Ça se travaille, mais certains corps sont plus aptes que d'autres à avoir une grande VO2. Pour trouver l'athlète parfait pour ce genre de défi, on peut constituer une toile, en prenant les caractéristiques de nombreux candidats, afin de mieux savoir lequel pourrait être éventuellement prêt à tenter ce défi. Après la VO2, on peut ajouter en deuxième sur cette toile l'importance d'avoir un métabolisme tout aussi rapide qu'efficace, afin de transformer rapidement la nourriture assimilée en nutriments utiles pour faire fonctionner la machine qu'est votre corps. Et ça, vous vous en doutez bien, c'est une naissance. En 3, on a évidemment le seuil d'acide lactique. Plus celui-ci est élevé, moins vos muscles se fatigueront rapidement pendant l'effort. Il existe une tonne d'autres critères physiques qui nous permettront de savoir si un profil est prêt ou non, des fragilités articulaires ou osseuses, et ça peut être rédhibitoire. Les fibres musculaires à contraction lente sont mieux adaptées pour les efforts d'endurance prolongés. La capacité à bien transpirer et à réguler la température corporelle est aussi cruciale, surtout en Afrique. Voilà, vous prenez 100 athlètes, vous leur faites passer les tests, si vous en trouvez un à peu près apte pour tenter la traversée, c'est déjà un miracle. Et si c'est le cas, il y a de grandes chances pour qu'ils soient éthiopiens ou kenyans. En effet, ces populations ont des avantages génétiques dans la course de longue distance. Leur toile a beaucoup plus d'avantages que n'importe quelle ethnie sur Terre. Ça, c'est si on faisait les choses d'un point de vue strict et scientifique. Mais dans toutes les personnes qui étaient sur notre liste et qu'on vient de dégager, il y en a certes qui ne sont pas plus aptes à tenter ce défi sur le plan physique, mais ils ont d'autres ressources pour compenser. Ces ressources-là, elles se trouvent tout en haut, dans la tête. Parce que oui, ce qui compte le plus dans ce genre de défi, c'est surtout le mental. Et là, on a une toute autre toile qui apparaît sous nos yeux. Beaucoup de paramètres et de tests permettent d'évaluer la force mentale d'un athlète. Déjà, la motivation de faire le défi en lui-même. Si le coureur n'est pas motivé, l'aventure risque de se stopper à 10 km. On a aussi l'histoire de la personne. Est-ce qu'elle a vécu sans aide, dans la galère? Si c'est le cas, elle sera plus habituée à l'inconfort de certaines situations, ce qui, dans le cadre de la traversée de l'Afrique, pourrait aider. La discipline, très important, car quoi qu'il arrive, tous les jours, il faudra repartir sur les routes. On a aussi la patience, la capacité à gérer la douleur, la capacité à être seul, la gestion du stress. Mais il en existe un, plus fort que tous, un point qui peut faire toute la différence. On parle là d'un carburant explosif qui, si il est correctement utilisé, permet de décrocher des étoiles. La personne testée a-t-elle une vengeance à prendre? Et si ce défi lui permet de satisfaire son désir de revanche, ça pourrait être bingo. Bon, même si on fait passer ce test à nos 100 prétendants, encore une fois c'est un miracle si on en trouve un, parce que là je parle pas d'un mental pour aller courir un marathon, un Ironman, gravir une grosse montagne. Non, là c'est l'Afrique. C'est l'Afrique en courant. Rien que dire cette phrase, ça n'a aucun sens. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'il s'agit là d'un exploit qui n'a jamais été réalisé par l'homme. Dans le tas de nos recalés, il y a peut-être un petit gars qui peut nous intéresser. Je vous avoue que c'est pas le meilleur à première vue, ni sur le plan physique, ni sur le mental. Dans sa vie, tout va mal. Il traîne dans la rue, n'est plus en contact avec sa famille et est à deux doigts d'arrêter ses études. Sans aucun plan de secours, il vit dans la banlieue de Brighton, en Angleterre, dans un taudis qu'il paye 400 livres par mois. Pour se maintenir en vie, il cumule 5 petits jobs et passe ses journées à courir partout pour un peu d'argent. Bon, oui, comme ça, on peut croire que c'est pas le meilleur choix et je suis assez d'accord avec vous. Prendre des athlètes bourrés de globules rouges qui tournent sur des hauts plateaux au Kenya à 2500 mètres d'altitude, ça aurait été peut-être une meilleure idée. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a sous la main. Et pour le moment, ce qu'on a, c'est Russ. Ok, à vrai dire, le seul point qui pourrait nous intéresser sur son profil, ce serait la vengeance. Vous le savez très bien, la vengeance est un sentiment qui peut transformer n'importe quel humain. Un sentiment qui peut le transcender. C'est pas de la vengeance, c'est de la justice.
surtout que là pour Russ, il s'agit d'une revanche qu'il doit prendre sur la vie. Ce sentiment est tellement élevé que, utilisé à bon escient, il pourrait irriguer toutes les autres branches de nos toiles, pour les développer par la suite. Surtout que pour Russ, son état n'a fait qu'empirer pendant des années et son désir de changer a eu le temps de mûrir, tel un bon vin enfermé dans une cave de détresse émotionnelle. Totalement addict aux loteries en ligne et à la boisson, ça fait des années qu'il se trouve dans un mode de vie malsain. Sa copine vient de le larguer, il est à bout, se réveillant parfois en plein milieu de la nuit pour pleurer. Ce qui lui arrive, c'est un sentiment extrême, comme si tout était contre lui depuis le départ. Pendant des années, il s'était enfermé dans un cercle vicieux et aujourd'hui, il était temps d'inverser la tendance, une bonne fois pour toutes. Nous arrivons au jour où la branche de la vengeance a commencé à prendre trop de place, à tel point qu'elle a commencé à déborder, telle une source pour irriguer d'autres aspects de sa vie et les améliorer. Il était tard, nous sommes dans un club de Brighton et Russ va avoir son premier déclic. Mais avant que je vous parle du moment où tout a basculé dans cette histoire, il est maintenant grand temps que je vous présente le sponsor du jour qui pourrait aussi vous faire avoir le déclic. Mais sur la protection de vos données sur internet. Je parle bien de CyberGhost VPN. Il s'agit d'un logiciel qui chiffre tes données et masque ton adresse IP. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une fonctionnalité qui pourrait bien vous être utile si vous souhaitez trouver des billets d'avion à prix réduit. Et je pense que ça pourrait beaucoup intéresser Russ aussi. En effet, lors de la traversée, il aura besoin de faire venir des personnes en plus dans son équipe. Par avion, et pour réduire le prix du billet, il peut se servir de CyberGhost VPN. S'il se connecte à des serveurs situés dans des pays où les prix sont moins chers comme le Kenya ou l'Algérie, il pourra profiter de grosses réductions sur ses billets. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire pareil lors de vos prochains voyages. En plus de bénéficier de tous les autres avantages qu'offre CyberGhost VPN, comme avoir accès à des programmes de streaming non disponibles dans votre pays, ou encore pour se protéger des malwares et des virus. Alors, si comme moi, vous voulez bénéficier de tous ces avantages et plus encore, téléchargez CyberGhost VPN avec mon lien en description pour bénéficier de 83% de réduction sur l'abonnement ainsi que de 4 mois gratuits. À ce prix-là, vous rentabiliserez le VPN à coup sûr. Bonne journée! À présent, on revient à la vidéo. On est à l'un des moments les plus importants de l'histoire de Russ, la soirée où tout a changé. Sa vie n'avait aucun sens. C'en était trop, alors il part plus tôt que le reste de ses amis et va décider de rentrer en courant jusqu'à chez lui. Ok, bon. 20 km, c'est déjà ça, et ce qui compte, c'est surtout qu'il tient le bon bout de la corde, la direction à suivre qui allait le mener vers sa rédemption. Cette première course, après des années, bien qu'elle soit douloureuse, allait le pousser à passer au cran au-dessus. Il avait à présent besoin d'un défi qui allait le maintenir sur sa lancée, même quand la motivation retomberait. Un défi qui allait stimuler une autre branche, celle de la discipline. Il s'inscrit alors à un semi-marathon, ça lui plaît, mais ce n'est pas assez, alors il enchaîne seulement 2 semaines plus tard avec un marathon en entier. Il n'aime pas que la sensation de course, mais aussi l'ordre dans sa vie que ça lui procure, en plus du regain de confiance que ça lui donne. Il en profite aussi pour économiser un peu d'argent, faire attention à son alimentation et supprimer ses mauvaises habitudes. Sa vie commence enfin un peu à s'améliorer, sauf que pris par l'élan de sa propre renaissance, il va prendre une décision que personne n'aurait pu prévoir. Il coupe tout. Oui, vraiment, plus de nouvelles à personne, il veut se retrouver, essayer de rattraper tout le temps qu'il a perdu. Alors, avec ses petites économies, il se prend des billets pour un tour du monde. Il commence par visiter le Kenya et c'est le coup de cœur. Sauf que rapidement, il est à court d'argent. Oui, seulement au bout du premier pays. C'est mal barré pour espérer faire un tour du monde complet. Alors, il va se rendre sur les hauts plateaux du Kenya, plus particulièrement dans un village du nom d'Iten. C'est ici que tous les plus grands coureurs d'ultra-distance s'entraînent. Il est là, aux côtés des meilleurs, à courir avec Kipchoge par exemple, que vous connaissez tous pour son exploit du marathon en moins de 2 heures. Les journées, là-bas, c'était se réveiller, courir, s'entraîner, puis redormir. Et ça, pendant 5 semaines de suite. Un centre de formation qui lui a permis de se forger une plus grande résistance à la douleur. Un point vraiment essentiel dans la construction d'un mental à toute épreuve. Mais ce stage lui a également permis de comprendre qu'il avait le potentiel pour devenir un très grand coureur. Son corps répondait bien et le cerveau lui aussi suivait parfaitement. Alors, il va profiter de ces dernières semaines sur les plateaux pour renforcer encore plus son corps pour son prochain défi. Traverser l'Europe en courant sans dépasser les 70 jours. Un défi qui n'a jamais été réussi par l'homme. Alors, certes, on n'en est pas encore au niveau de l'Afrique, mais il s'agit là déjà d'une énorme performance. Et il va donc avoir besoin de plus d'expérience. Il apprend beaucoup en parlant aux autres élèves ou aux instructeurs, en nageant pour ressentir chaque muscle travailler. Il fait aussi du renforcement musculaire et de longs étirements pour prévenir les blessures. Dites-vous bien qu'à ce moment-là, il tourne déjà entre 250 et 300 km par semaine. Le tracé qu'il va suivre pour la traversée de l'Europe est long et fatigant. Il sera seul avec quasiment pas d'argent. Un vrai baptême du feu. Avant ça, pour continuer son entraînement et afin de réunir un petit pactole qui lui permettra quand même de survivre sur les routes,
Il va aller travailler dans des mines en Australie et partira aussi visiter l'Indonésie. Puis, après quelques mois à réfléchir, il se dit qu'il faudrait rentrer à la maison. Il prend un billet d'avion pour se rendre au Kazakhstan, un pays qui est à la fois en Asie et en Europe. Et il va commencer à faire ce qu'il sait faire de mieux, courir. Russ Cook va réaliser 73 marathons en 68 jours pour arriver à Londres avec une moyenne de 46 km par jour. Notre Hardest Geezer tient là son premier record du monde. Ah oui, d'ailleurs Hardest Geezer c'est son petit surnom mignon. Voilà, vous pouvez le prendre, c'est cadeau. Vous l'entendrez plusieurs fois tout au long de l'aventure. Petite anecdote, pour vous montrer son niveau d'éther, dites-vous que sur ce tracé à travers l'Europe, le seul obstacle où il aurait pu se dire « Ok, bon, tant pis, je peux pas faire autrement, je prends un véhicule », il a quand même trouvé une solution. C'était pendant la traversée de la Manche, et il se trouve qu'il a demandé un tapis de course à l'équipage du ferry, et il s'est mis à courir l'équivalent de la distance de la traversée dessus. Voilà. Ross a bien évolué, ce voyage à travers le globe l'a changé. Sa formation au Kenya, les mines d'Australie et enfin courir de la frontière avec l'Asie jusqu'à Londres, il était maintenant prêt pour voir encore plus grand. Afin d'encore plus renforcer son mental, il s'amuse à s'enterrer vivant ou à battre d'autres corps comme être le premier homme à compléter un marathon en tirant une voiture. Si, ça existe et c'est Ross qui l'a fait. Pour la première fois de sa vie, il s'autorise à rêver pleinement. Mais il savait que tout ce qu'il avait enduré n'était en réalité rien par rapport à son objectif final. Afin de se préparer à un tel défi physique, il va falloir essayer de stimuler l'effort intense que la traversée de l'Afrique va demander à son corps. Et pour le moment, à seulement quelques mois du départ, Ross paraît tout sauf concerné. Non, en réalité, là, il fait juste le malin en rangeant les bières de ses potes. Mais à côté, il charbonne très fort en donnant tout pour suivre son plan de préparation à la lettre. Celui-ci consiste à augmenter la charge d'entraînement tous les jours un peu plus. Le matin, c'est renforcement musculaire en salle de sport et l'après-midi, c'est course dans les montagnes pour aller chercher un paquet de bonbons dans un autre village ou quelques récompenses similaires. Oui, ça, je ne vous en ai pas parlé, mais Russ court toujours avec une petite motivation débile derrière la tête qui le pousse à aller au bout. Pour l'Afrique, ce sera simplement de savourer un kir à la fraise une fois arrivé à la pointe de la Tunisie. Et ça marche. I don't think there's anywhere I feel more at home than sat on the street eating sweets. Just, mate, it's just great times. There's so much protein in these Mentos as well. So much protein in these Mentos, it's fucking sweet. Croyez-moi, il va avoir l'occasion d'y penser et même d'y repenser à son kir pendant son périple. Voilà, maintenant je pense que vous cernez un peu mieux le personnage qui est Russ. Nous sommes à un mois avant le départ et il est temps d'aller s'entraîner en conditions réelles. En effet, l'Afrique par sa taille impressionnante renferme une grande diversité de climats et de biomes différents. Certains sont assez uniques et il est donc essentiel d'aller s'entraîner en conditions réelles sur le continent, directement sur le terrain. Simuler le Sahara et courir dans du sable, c'est fait. S'habituer à l'humidité des forêts, c'est coché aussi. Courir à travers les montagnes rocheuses de la Namibie, pas facile, mais validé. Ok, Russ a pu voir à peu près à quoi il allait devoir faire face. Mais à vrai dire, cette petite escapade ne va faire qu'augmenter son impatience de commencer la grande traversée. Still stay attached to my body. I will become the first person ever to run the entire length of Africa. Fucking bosh, mate. Avant qu'il retourne dans son Angleterre pluvieuse, il est tout aussi important de préparer la route que nous allons emprunter à travers l'Afrique. On partira du Cap des Aiguilles à la pointe de l'Afrique du Sud. Une fois arrivé à l'extrémité du continent, notre trajet pourra enfin débuter à travers d'énormes plaines. Puis on enchaînera avec les montagnes et les déserts de la Namibie pour continuer en Angola, où les vols à main armée sur le bord des routes sont monnaie courante. Avant de s'enfoncer en République démocratique du Congo, un pays très pauvre et extrêmement hostile aux visiteurs, où beaucoup pourraient être tués pour seulement quelques dollars. Si on arrive toujours à courir après ça, il faudra encore enchaîner de nombreux pays, où passer la frontière est presque mission impossible. Nous suivrons toute la côte ouest, une région assez développée de l'Afrique, qui nous permettra de souffler un peu. Même si le Nigeria et le Liberia pourraient nous causer des problèmes dus à la criminalité en hausse dans ces pays. Il faudra essayer d'éviter le Mali, un pays où le grand banditisme est omniprésent, une région du monde totalement blacklistée par les pays européens. Nous allons entrer à présent dans le Sahara. Tempêtes de sable, chaleur extrême deviendront alors notre quotidien. Il faudra aussi avancer malgré les groupes terroristes qui règnent en maître dans cette partie de l'Afrique. Notre unique porte de sortie, la Mauritanie, pour enfin arriver par la suite en Algérie. Mais sa frontière est tellement contrôlée que sans aucun visa valable, autant rêver. Si on trouve par miracle une solution, la fin de notre itinéraire se fera au Cap Angela, à la pointe de la Tunisie. Voilà, les choses commencent à prendre forme, mais beaucoup de problèmes restent à résoudre. Pas de sponsor, donc pas d'argent pour acheter le matériel nécessaire, ou même juste pour payer les équipes. D'ailleurs, en parlant du squad, il est grand temps que je vous les présente. Parce que oui, certes Russ était solo pour traverser l'Europe, mais là on n'est pas sur le même niveau de difficulté. Alors on va avoir besoin de s'entourer un peu. Voici Harry, un tour du monde à son actif et qui parle 3 langues différentes.
Mais surtout, retenez que c'est un mec qui aime bien profiter de la vie. Et vous verrez que ça se retournera contre lui plus tard. Olivia, une vidéaste qui a passé 1 an au Ghana à travailler dans une ferme, elle ne viendra pas avec nous sur le périple mais dirigera quelques opérations à distance, comme le montage et la recherche de sponsors. Ici, Stan, monteur hors pair mais pas seulement, agile au clavier, car il a déjà couru plus de 100 km d'une traite. Une performance qui a su faire les yeux doux à Russ lors des entretiens d'embauche, j'imagine. Blague à part, ses 3 premiers collègues vont se transformer en vrais frères et sœurs. En même temps, être plongé en enfer pendant 16 000 km avec comme seul refuge un van fatigué de rouler, ça rapproche beaucoup. Même si vous verrez bien que ce ne sera pas toujours rose. Le challenge principal, c'était 360 marathons en 240 jours. Mais si vous avez lu le titre de la vidéo, vous vous doutez bien qu'il va falloir courir encore plus et cela sur encore plus de jours. La date du départ a dû être décalée de 3 semaines. Rien ne va. Si le départ a dû être repoussé, c'est parce que les visas ont été invalidés. Mais c'est pas tout. On a un van de ramassage scolaire à modifier en un temps record pour l'envoyer juste après en Afrique sur un porte-conteneur. Ça implique de faire des cabines pour 4 personnes, des rangements, connecter des panneaux solaires à un compteur électrique. Une fois tout ça prêt, il faut le préparer, mettre toute sa vie dans le fourgon et l'envoyer à l'autre bout du monde. On a moins de 10 jours seulement. Avant ça, il faut aussi récupérer les carnets de passage qui se trouvent à l'autre bout de l'Angleterre. Mettre maintenant le van dans le conteneur en tôle, évidemment, il ne rentre pas, alors il va falloir couper le toit de panneaux solaires pour que ça rentre au millimètre près. Vous voyez le délire, il n'y a rien de facile. Et Russ, même si c'est censé être l'athlète, il encaisse beaucoup de cette pression, alors qu'il n'a même pas encore couru les premiers kilomètres. Après bon, c'est un Anglais donc la pression, il en boit quand même un peu, pour rien vous cacher. Le plus important, c'est qu'il ne se repose pas sur son équipe et sait être présent à chaque moment du processus. Fuck it. Boys. Fuck, you're so bad at outros, mate. Heureusement, nous arrivons vite à la phase finale. Se casser d'ici, sans oublier évidemment de prendre des bonbons, vous connaissez votre gars, puis le train, puis l'avion pour 4 heures et encore un autre pour 11 heures supplémentaires. Nous allons enfin arriver à Cape Town, en Afrique du Sud. I've landed South Africa, Cape Town. The van is on its way and Project Africa will be starting very shortly. So I'm buzzing that we're finally here. It's been a long old road, but fingers crossed, everything's going to be alright and we'll see you on the other side. Le bateau, après une traversée rapide, stationnera 2 semaines dans les eaux internationales. Je ne saurais pas vous dire pourquoi il a décidé de faire ça, mais l'équipe va donc avoir un gros retard. Et encore une fois, on va devoir se dépêcher et tout décharger en un temps record, puis prendre le van pour se rendre à la pointe de l'Afrique du Sud. Nous sommes à la veille du départ. On fait une petite reconnaissance de l'itinéraire, les jours qui arrivent vont être très durs. Il faut encore ranger tout le van, faire l'inventaire et surtout se reposer avant le grand départ. The thing I'm sick of more than anything is talking about Project Africa without actually delivering. So that's why I'm excited, because it is time to shut up and start delivering, you know. Après des mois, il ne reste plus que quelques heures à présent. Right, I'm going. Right, see you in 38, boys. Eh bien, c'est parti, les premières foulées vers notre rêve ultime. Le Project Africa a enfin commencé et la route va être terriblement longue. Mais ne vous inquiétez pas, on a tout notre temps. Il ne faut pas trop traîner quand même, car 50 km à sortir tous les jours, ça représente des heures et des heures d'efforts à caser quotidiennement. Les premières journées s'enchaînent, pourtant bien, et Russ arrive à bien rentrer dans le bain. Well, Jared's really ruined my shot there, I won't lie to you. Ce n'était pas gagné d'office et c'était d'ailleurs l'une de ses plus grandes peurs. En même temps, pour le moment, mis à part courir, il n'y a pas trop de difficultés. Le climat est assez doux, mais dès qu'on va commencer à pénétrer un peu plus dans les terres, tout va changer. Plus de vent, plus de relief, on se retrouve parfois à passer sur des montagnes avec des sections bien raides où il faut ralentir. Ça va bientôt faire 1 semaine que Russ court et on va rencontrer déjà de nombreux problèmes. Du côté physique, comme aussi au niveau de l'organisation. Alors qu'on est à 328 km de Cape Town, l'équipe va devoir y retourner. Pour faire réparer le van, en effet, il n'a pas de frein à main, ce qui risque de poser de gros problèmes à la longue. Il faudra aussi passer et récupérer un trépied et des papiers qui nous permettront de passer plus facilement quelques frontières. Pendant ce road trip d'urgence, Harry et Stan vont avoir 48 heures pour tout gérer.
Ross va devoir lui courir tout seul pendant 2 jours sans aucun soutien. Pour vous donner un aperçu du changement que cela entraîne, dites-vous bien que Ross emporte dans son sac que quelques barres et un peu d'eau. Et à la fin de chaque course, il était censé se restaurer et récupérer dans le van. Pour pallier la disparition temporaire de celui-ci, vous pouvez imaginer que l'équipe a prévu une solution de remplacement, non? Non. Ross, à la fin de sa course, ne pourra ni s'arrêter en sécurité, ni se reposer, car nous sommes au milieu du désert de la Namibie, et les conditions climatiques sont désastreuses, sans oublier les vols à l'arraché très courants dans le coin. Le stress monte, car en parallèle, les finances ne sont pas bonnes et baissent à vue d'œil. S'il ne trouve pas d'autres sponsors, ça risque de devenir quelque peu compliqué pour la suite. Plus on avance à travers la campagne, plus on est exposé à la vie animale, et les attaques en tout genre peuvent alors se produire. Ah, son, whatever it was fucking huge, man. What actually happened? So I'm walking down the path back to the entrance and I'm scanning the road with my light, like make sure I don't fucking trip over any snakes because Jared's put the fear of God in me now. Cheers, mate. And we've seen a wildcat today. So we've not only seen a wildcat, Stan saw one just outside of here. We're not entirely sure what it is, but... Russ, en plus de ça, court à côté d'autoroutes et se fait régulièrement briser les tympans par les énormes camions qui passent à toute vitesse à côté de lui. Sans parler des retours de pots d'échappement qu'il respire à plein poumon. Même si longer ces grosses portions routières n'est pas plaisant, ça reste tout de même préférable au désert. Heureusement, on a choisi une équipe qui assure et ils ne vont pas tarder à revenir. Sauf qu'entre-temps, pendant les 2 jours que Russ a passé solo, il s'en est passé des choses. Mais l'une d'entre elles en particulier a failli tuer le projet dans l'œuf. 22 h. Réserve du Tsezeb. Russ a quitté l'autoroute afin de tenter de trouver un endroit pour passer la nuit, loin du trafic routier. Il s'enfonce dans la campagne aride, ne trouvant rien de sûr, il décide de marcher toute la nuit pour atteindre le point de rendez-vous fixé avec son équipe, prévu pour le lendemain matin. Quand il va entendre une voix derrière lui. Help! Il n'arrive pas à comprendre le langage, mais il sent qu'il s'agit d'une question. À peine a-t-il le temps de se retourner vers la voix qu'une deuxième bien plus proche se fait entendre en face. Il ne comprend toujours pas, mais le ton semble vouloir répondre à la question du mec de derrière. En une fraction de seconde, Russ comprend très bien ce qui est en train de lui arriver. Il est pris dans un guet-apens. Alors, il va improviser total. Yeah, I started beating my chest, I started shouting. Because they just joined, I was mid-run and they joined me running. I think it was a situation where they were trying to feel me out, you know, like... Ah oui, je vous avais dit, Russ il fait jamais les choses à moitié, surtout quand il s'agit de sa survie. En même temps, il a tellement le sentiment d'avoir perdu du temps à être spectateur de sa vie, que maintenant qu'il peut tracer enfin sa propre route, sans mauvais jeu de mots, il ne veut plus louper une seule seconde de ce périple et serait prêt à tout pour en arriver au bout. Et oui, en même temps, un tir à la fraise, ça se mérite. Bref, après cet accident, les jours s'enchaînent et les kilomètres défilent. Jour 26, Russ va tomber malade. Et pas le petit rhume d'automne qu'on a tous en ce moment, là on parle d'un virus africain auquel le corps de Russ n'est pas du tout prêt. En combo avec ça, une intoxication alimentaire bonus en dessert s'il vous plaît. Oui, ça commence à faire un bon repas bien sympa de microbes. Mais ça ne va pas empêcher Russ de continuer, même si l'équipe est tout aussi malade. Pour rien aider à ça, notre départ remonte quand même un peu. Et on s'est déjà bien enfoncé dans l'Afrique. Les températures ont grandement augmenté, ce qui ne va pas nous aider non plus. Heureusement, on dit que même les pires journées font 24 heures. Et en étant patient, les symptômes vont diminuer petit à petit. Russ va donc décider d'en profiter pour rattraper le retard perdu sur ces quelques jours, comme au jour 26 où il n'avait fait que 40 km au lieu de 50. Alors il enchaîne plusieurs cafés, gels énergisants et boissons électrolytiques, mais beaucoup plus que d'habitude. Il part pour courir et se sent bien. Très bien, peut-être trop bien même. On passe les 50 km, mais il ne s'arrête pas. 80, toujours pas. 110, pas de changement, jusqu'à 150 km. S'il a tenu aussi longtemps ce jour-là, vous vous en doutez bien, c'est grâce à tout ce qu'il a ingéré. Mais sur le long terme, faire des journées comme ça, ce n'est juste pas viable. Tout ça, je vous le rappelle, pour attraper un retard de 10 km seulement. La vérité, c'est que Russ voulait aussi avancer d'une traite pour éviter les policiers corrompus, qui posent beaucoup de problèmes dans cette zone. Et évidemment que cette énorme course va avoir un impact sur la santé de notre hardest geezer. Jour 37, il retombe malade et la rechute fait encore plus mal. It's not like soaking in. Like when my poos, yeah? My poos just look like poo. That's not right. Nah, because so my body's just like, nah, Rejecting it. Son équipe décide alors de prendre une décision pour lui. To someone with medical knowledge, to be fair, and just see if that like rings any obvious alarm bells for stuff. Ils vont aller se poser dans un village qui se trouve à quelques kilomètres de l'itinéraire afin de prendre le premier jour de repos de la traversée. Russ n'est pas d'accord, mais n'a pas vraiment le choix. Il est aussi prévu que toute l'équipe entière passe chez le médecin. Sauf qu'il va falloir attendre un peu, 20 jours, et passer la frontière vers l'Angola pour enfin consulter. Mais malheureusement, un événement va tout changer. Avant leur rendez-vous avec le médecin, ils se sont posés dans un champ, à proximité d'un petit village appelé Kakula. Histoire de recharger les batteries, on va avoir le droit à un accueil assez spécial. Ça toque à la porte, Stan va ouvrir, et... My mind is
how much is the value of everything we've lost? What are the future problems that what we've lost is going to cause us, and are they overcomable? That's what's just the immediate aftermath. Like, how detrimental is this to the mission? Trying to assess that, basically. Like this, right? And started like pointing at me like it was a gun. I don't know if he'd seen the news and thought he was a good joke or something. Maybe. Like, he was fully a crackhead, and he was like trying to like antagonise me with it, and like running alongside me and like being all scatty on purpose and like pointing it at the... L'inventaire est très long, mais je peux vous parler des objets les plus importants. Caméra, téléphone, ordinateur, même papier d'identité. Pourquoi faire? Personne ne sait. Le drone et les batteries ont aussi été pris, sans compter l'argent qu'il leur restait. En une fraction de seconde, tout avait disparu. Alors que déjà on n'avait pas d'argent car manque de sponsors, maintenant on n'avait juste plus rien du tout. Un moment très dur, vraiment pas facile à avaler pour Russ. Son état physique est au même niveau que son état mental. Lamentable. Ça nous arrive à tous de vivre des passes comme ça, de se dire que ça allait être dur, qu'on était au courant et plus que prévenu d'ailleurs. Mais tout perdre à ce point-là, sérieux? Un des seuls téléphones restants va sonner. Russ va alors s'en emparer, c'est sa copine, Emily, restée en Angleterre. Ils se sont mis ensemble peu avant le départ. C'est pas facile, mais ils s'appellent tous les jours. Il s'agit là d'une vraie aide pour Russ. Elle l'aide à calmer sa haine et à mettre tout au clair. Emily suggère même de faire un appel à l'aide sur les réseaux et aux ambassades. Que oui, ça ne garantit rien, mais qu'au moins ça montre le désir de s'en sortir. On est le lendemain et il faut continuer à courir. Russ court des heures tout en continuant d'être au téléphone, sa copine étant d'une grande aide émotionnelle. Bien plus que ses deux amis lourdeaux qui sont là, à vrai dire, encore plus perdus que lui. Au loin, un convoi policier approche. De l'aide? Enfin? Ou serait-ce encore des policiers corrompus? Non, en réalité, l'ambassade de l'Angola avait envoyé des troupes armées qui escorteraient notre groupe jusqu'à la prochaine frontière. En plus de les aider en leur donnant des vivres. L'appel sur les réseaux a aussi créé beaucoup d'engouement, une deuxième victoire qui a mené des sponsors en plus. La cagnotte de Russ a pu être bien remplie et ça allait être l'occasion de récupérer du matériel pour la suite de l'aventure. Il avait bien fait d'écouter les conseils de sa copine au moment où il était au plus bas. Comme quoi, je crois bien qu'on a tous besoin d'une Emily dans notre vie. Jour 67, nous sommes revenus en ville, à Lobito, en Angola. Il est plus que grand temps de refaire le plein, réparer ce qui est cassé et recharger les batteries et souffler un peu. Pour soutenir l'équipe, un nouveau membre fait son arrivée. Voici Jared, quasiment aussi barbu que Russ, un vrai dur à cuire. Et on en a bien besoin, car la prochaine étape va être très dure. Et là, il ne faudra pas compter sur quelques personnes pour nous venir en aide. C'est simple. Le prochain pays est l'un des plus dangereux de la liste, et il est loin d'être le dernier. Nous allons entrer à présent en République démocratique du Congo. Certes, par rapport à la taille impressionnante du pays, on n'aura qu'à traverser une petite enclave. Mais il peut s'en passer des choses dans cette bordure, croyez-moi. En effet, la RDC connaît ces dernières décennies une augmentation majeure de ces taux de criminalité. Le pays étant très pauvre, certains n'hésiteraient pas à voler ou tuer pour quelques dollars. Certains lieux sont safe, mais optimisation du parcours oblige, il va falloir passer par les pires endroits. Russ se fait le plus petit possible, mais sa longue barbe et ses cheveux roux sont tout sauf discrets. Il reçoit des insultes, des menaces, des jets de pierre, des bousculades en passant dans les villages. Jusqu'à un moment où on va se retrouver en plein milieu rural, au fin fond de la campagne congolaise. Il faut passer par une jungle pour espérer arriver à un endroit à peu près sûr derrière celle-ci avant la nuit. Sauf qu'on a un problème, le fourgon ne passe pas dans les sentiers boueux. En même temps, je vous rappelle que le machin à la base, c'est qu'un bus de ramassage scolaire. Russ va encore une fois devoir traverser seul, et cette fois-ci à travers cette jungle très dense qui n'a rien de rassurant. Après quelques heures de course, une moto va le rejoindre, pour lui délivrer un papier avec une note indiquant le point de rendez-vous pour le soir. Russ apprécie cette attention de son équipe, il est rassuré et connaît son objectif. Quelques minutes après, il va traverser un village totalement perdu dans la forêt. Encore une fois, il trace à travers les habitations en terre cuite et se dit que ça suffira. Mais pas cette fois. Rapidement, les habitants se lèvent et tentent de le rattraper. Il se débat comme il peut avant d'être arrêté par des hommes tenant des machettes. Encore une fois, il comprend pas les discussions, mais arrive à discerner du français dans leur dialogue. Il est extrêmement anxieux et se fait envoyer dans les buissons avant de se faire totalement dépouiller. Il n'a pas d'argent sur lui et arrive à fuir en faisant diversion, en lançant les quelques gâteaux qui lui restaient. Sa course reprend de plus belle, il trace dans le sentier qui permet de sortir du village. L'adrénaline le rend invincible. La journée a bien avancé et il arrive au point de rendez-vous qui était fixé avec son équipe. Mais personne. Oui, aucune trace du van. Il se dit que c'est peut-être parce que la route est toujours boueuse et qu'ils n'ont pas pu accéder à cet endroit. Alors il va reprendre sa course jusqu'à la prochaine route bitumée. À ce moment-là, il est déjà exténué, perdu dans la jungle, sans rien, sans aucun moyen de communication. Sans nourriture ni eau. Il va entendre des brumissements de moteur au loin. Un groupe de motards va le suivre pendant 20 minutes en lui disant de monter avec eux pour rejoindre ses amis. Ok, donc là, les sollicitations des étrangers à moto continuent. Il résiste, mais la nuit commence à tomber, il n'a pas d'autre option devant lui, et va finir par craquer. Russ a un plan. Il se dit que si dans 1 heure de trajet maximum il n'a pas rejoint son équipe, alors il sera en train d'être kidnappé. 30 minutes, 1 heure...
ok. 2 heures, les motos ne s'arrêtent pas d'avancer dans les sentiers boueux. 4 heures, le plein est fait. 5 heures, 6 heures. On arrive après 7 heures dans une petite clairière où quelques habitations de tôle se font face. Russ est terrifié, tout peut lui arriver à ce moment-là. Il a tout entendu à propos de ces criminels qui n'hésitent pas à faire de la revente d'organes ou à demander d'énormes rançons et à faire de la torture si les sommes ne sont pas versées à temps. Les heures passent et Russ est dans un état second. Le choc de cette dernière journée est tellement fort qu'il oublie quelques heures passées enfermé au fond de la case. Heureusement, il arrivera à échanger quelques mots d'anglais avec le chef du village et à contacter ses amis. Stan, qui parle français, arrivera à conclure un deal pour récupérer notre Russ contre de l'argent. Les heures passent lentement et se transforment en jours. Le village s'impatiente et les habitants commencent même à déverser leur colère sur Russ. Cela passe par des cris, des châtiments corporels et autres. En fait, de l'autre côté, ses amis se sont fait arnaquer par des loueurs de motos et aussi par une voiture de police corrompue qui devait les amener au village mais leur a juste pris de l'argent. Il leur faudra 3 jours pour arriver enfin au village. Ils vont payer la rançon et retourneront dans le van. À ce moment, je vous avoue que la traversée n'a jamais été autant compromise. La tension dans le groupe est juste immense et Russ va totalement vriller. And then we had a meeting, and I just blew up. Started shouting at everyone, throwing chairs about. Completely lost my cool. It's not obviously not the way to act. And yeah, I mean it was awkward. It was an awkward few days after that. I just went straight back to running, wanted to get out of DRC as quickly as possible. Voilà, c'est méga tendu. Je vous avais prévenu que même s'ils avaient créé des liens très proches, les tensions feraient partie du jeu. Ce que Russ venait de vivre compromettait le futur de l'équipe. Ils prirent alors la décision d'embaucher d'autres personnes pour les aider dans la seconde partie du périple. Ces nouvelles personnes vont arriver au fur et à mesure du voyage. En premier on a Gus, puis en second Jamie, et dans la phase finale on aura James. Oui, ça commence à en faire du beau monde. Et tant mieux, parce que les difficultés ne sont pas prêtes de s'arrêter. Pour donner plus de sens à leur aventure et aussi pour se promettre d'aller au bout, ils créent une cagnotte pour une asso. Tous les revenus récoltés leur seront reversés à l'arrivée en Tunisie. Maintenant, le prochain objectif sur la liste est d'aller rejoindre le fleuve Crous, au plus vite afin de le traverser avec le van. Là-bas, il faudra faire très attention. En effet, ce lieu est très sujet aux attaques de pirates qui n'hésitent pas à piller les embarcations. Surtout que vous verrez que le bateau en question qu'on va emprunter n'est pas vraiment, comment dire, enfin, vous verrez. Mais bon, je vous rassure, il reste encore un peu de route avant d'y arriver. 3 pays à traverser exactement. Le van va s'éclater contre un camion au Gabon. Russ va avoir le droit à un petit séjour en prison au Nigeria. Côté santé, il va tellement courir que ses urines vont se transformer en sang. À partir du jour 185, on va devoir gravir l'équivalent de l'Everest en dénivelé en seulement 6 jours, tout en affrontant une tonne de problèmes comme être embourbé et autres. Gérer des problèmes comme ça devient la routine pour eux maintenant. Mais ce qu'on redoutait pas mal, c'est aussi le retour des malades. Et malheureusement, Stan va choper la malaria. Ce qui est embêtant car on avait besoin d'un traducteur pour que les habitants nous laissent passer. Mais bon, après beaucoup d'efforts, on arrive enfin au fleuve. Et il est grand temps que je vous présente ce qui s'avère être notre magnifique moyen de passage. Non, je rigole, c'est une coque de noix, littéralement. Un coup de vent, une vague de trop et tout tombe à l'eau. Rien que pour tout faire monter à bord, c'est une énorme galère. Même si James a déjà pu nous rejoindre, on va avoir besoin de l'aide des locaux pour espérer passer. C'est vraiment sympa de leur part, et certes pour le moment vous pouvez avoir l'impression qu'on est tombé que sur des mauvaises personnes, mais c'est faux car on a aussi eu de la chance de croiser beaucoup de civils qui nous ont beaucoup aidés, en partageant des provisions ou en offrant des endroits pour la nuit. D'ailleurs, Russ nous le rappelle à plusieurs reprises, son avis sur les gens qu'il a rencontrés n'est pas noir ou blanc, mais plutôt gris. Certes il a vécu d'horribles expériences et ça risque de continuer comme ça, mais la bienveillance qu'il a reçue compense pour le moment. Le jour se lève et la traversée, même si très lente, se passe relativement bien. La houle reste assez forte et le vent aussi. Si la météo se dégrade encore plus, on risquerait de tous finir à l'eau. Russ commence aussi à avoir une douleur en bas du dos qui s'installe de plus en plus. Le fait de s'arrêter de courir un peu lui fait réaliser à quel point son corps est dans un piteux état. Il est alors impératif de encore une fois trouver un médecin et le plus rapidement possible. Heureusement, dès leur débarquement, il est pris en charge. Scan complet, test de sang et radio sont au programme. Le constat est sans appel. Russ doit immédiatement arrêter de courir. Ses lombaires sont totalement tassés. Son corps a énormément encaissé, mais s'il continue comme ça, les séquelles deviendront irréversibles. Et il pourrait même finir en fauteuil pour la fin de ses jours. Il va falloir trouver une solution. Son équipe et ses proches s'inquiètent beaucoup, alors que pour notre hardest geezer, ces tests désastreux font seulement l'effet d'une flatterie. Oui, ça lui permet simplement de réaliser qu'il se dépense bien et qu'il est sur la bonne voie vers ses objectifs. Alors, il va décider de fêter ça, de la meilleure des manières, en allant au pub, pour trinquer une pinte. Bon, d'un point de vue sportif, boire de l'alcool n'a absolument rien de bon, je vous apprends rien, mais voilà, ça permet quand même de souffler un peu, d'oublier les montagnes de problèmes et de profiter pleinement du moment présent. Alors, souhaitons-leur une bonne soirée. Few swift ones with our new mates.
a few jars soared down my throat at breakneck speed. It had been a while since I activated full indulgence mode, and let me tell ya, we were firing on all cylinders here, boys and girls. Jour 239. Pour ne pas trop culpabiliser de notre petit écart alcoolisé, Russ a une nouvelle idée, courir 150 km en 48 heures. Oui, il a une fâcheuse manie de vouloir rattraper absolument tous ses jours de repos en courant 3 fois plus. En fait, s'il fait ça, c'est aussi car il y a plus d'1 an, lors des préparations, rappelez-vous, il avait dit ça. In less than 1 month, Project Africa begins. 360 marathons in 240 days, and this is how I'm gonna do it. Sauf que là, on est vraiment au jour 240 et on ne vient que d'arriver à Divo, en Côte d'Ivoire, et il reste encore tout ça à parcourir. Oui, il va falloir encore s'accrocher. Russ va encore une fois réussir ce défi en courant jour et nuit et en étant accompagné par différentes personnes sur le chemin. Même s'il va y avoir des fois où... What are you doing? Leave me alone, Mate, I need so much to do. You gotta check the edit, you gotta get on road. It's about time. No. I like my privacy, but I can't get it with all these idiots up in my face. Cette belle avancée nous a permis de quitter la Côte d'Ivoire qui s'est montrée très accueillante envers nous et de maintenant passer la frontière vers la Guinée. Vous le voyez bien, on a fait un gros détour. Celui-ci est dû à un gros pays, le Mali. Sa traversée aurait été très dangereuse à cause de la criminalité en forte augmentation ces dernières années dans le pays et aussi à cause de nombreux groupes armés qui vadrouillent là-bas. Maintenant que nous sommes en sécurité et que les conditions de running sont bonnes, on fait ce que l'on sait faire de mieux, on ne réfléchit pas et on court. Russ et son équipe sont aux portes du Sahara. Après des semaines à batailler pour obtenir la permission de passage en Algérie, on a enfin réussi à l'obtenir. Et comment? En envoyant une vidéo pour solliciter le président algérien sur Twitter. Ah oui, on fait pas les choses à moitié ici. Hein. Et ça marche parce qu'au bout de quelques jours, il nous donne une réponse grâce à l'engouement que le message avait suscité sur les réseaux. Got a tweet from Embassy of Algeria in the UK. They said, "Hi, hardest geezer. Please submit your visa application from where you are located. Our missions will grant you a courtesy visa on the spot. You can submit your application either to our embassies in Bamako, Dakar or Nouakchott. You will get a multi-entry visa to allow you to cross Algeria through the province of Tindouf in order to pursue your charitable mission. Welcome to Algeria and good luck." Yes. Yes. Nous sommes actuellement en plein milieu de la Mauritanie et il nous reste rien que le plus grand désert au monde à traverser. Est-ce que vous vous rappelez juste quand on était à Cape Town, sans sponsor, sans soutien, quand on avait à peine 10 000 € pour tout le défi, 4000 abonnés sur YouTube et même pas 1000 sur Instagram? Oui, les choses ont bien changé. Dans cette dernière étape, le monde entier regarde Russ. Tout le monde, absolument tout le monde, pense qu'il y a une lueur d'espoir pour qu'il réussisse. Mais le désert, lui, il n'en a rien à faire de l'engouement. Et cette lueur, il va l'éteindre. It's a bit mad. Toutefois, on va ruser, en courant la nuit pour éviter les grosses chaleurs, mais ça ne va pas empêcher le van d'avoir quelques problèmes, qu'on va devoir réparer au fur et à mesure. Heureusement, un autre fourgon de soutien nous accompagne à présent, ce qui est vraiment rassurant. Car, si mettons que Russ et son équipe rencontrent malheureusement un énorme problème, l'autre camion pourrait éventuellement offrir une autre issue à notre équipe. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Car l'équipe est à présent prise dans les tempêtes de sable. Dans ces conditions, il est impossible de courir. Il n'y a pas d'autre choix possible que celui de s'arrêter. Tout part en vrille, les communications lâchent et les deux vannes sont ensevelies sous le sable. Il n'y a aucun espoir, il va falloir tenir bon le plus longtemps possible, totalement assiégé par la météo. Un jour, 2, puis 3, dur de dire exactement combien de temps on est resté bloqué là, mais sans l'aide de locaux, ça aurait très certainement pu être la fin. Il faut maintenant filer vers notre objectif. Ce désert infini a assez duré, nous sommes dans la dernière ligne droite. Ouais. Le dernier pays, le dernier parmi les 16 au total, et on n'a jamais été aussi soutenu au bord des routes. Partout les gens suivent les foulées de Russ dans la dernière partie de l'Afrique et ça lui fait chaud au cœur.
Les mois se sont transformés en semaines, les semaines en jours et les jours en heures. Car oui, nous arrivons à notre dernier marathon. Tout le monde est réuni. La famille Emily, dont vous avez entendu parler il y a un petit bout de temps déjà, mais aussi les amis et toute la presse mondiale. Des athlètes et des personnes en tout genre, touchés par le message, sont aussi venus finir cette aventure avec Russ. En effet, il a réussi à collecter plus d'1 million de dollars grâce à sa course. S'il parvient au bout de son défi, il reversera tout à une association qui aide les personnes isolées et déprimées à reprendre leur vie en main grâce à la course à pied. Il s'est fait là un gros clin d'œil sur son passé. Le temps que je vous raconte tout ça, il ne reste déjà plus que quelques kilomètres et le groupe s'est transformé en un vrai troupeau. Je pourrais vous dire que Russ sait déjà ce qu'il va faire après tout ça. Quelle est l'étape suivante? Mais à vrai dire, il n'en sait rien. La seule chose qu'il sait, c'est qu'au moment où il passera la ligne d'arrivée, sa vengeance se sera enfin réalisée. Après des années et des années à chercher un sens à sa vie, elle était là depuis le début, loin, certes cachée tout au bout de la pointe de l'Afrique du Nord. Au moment où Russ passera la ligne, il aura pris sa revanche sur la vie. Last one. How you feeling? It's mad, isn't it? Does it feel real yet? Not really. Just thinking about all the border crossings we've gone through. It's weird that this is the last one. It feels so normal now, you know? Yeah. Mais à vrai dire, ça il s'en fout. Ce qui compte le plus à ses yeux, c'est d'enfin savoir qui il est. Malgré cette fin pleine d'émotions, vous connaissez votre gars, je vous assure qu'il va bien le savourer son tir à la fraise, et plus que personne au monde. Cette expérience folle sur le deuxième continent l'a définitivement changé à jamais. Le message que Russ transmet, c'est qu'il a appris à savoir qui il était en s'ouvrant aux autres, en partageant des regards ou en se liant d'amitié sur le bord des routes. Ce qui rend ce voyage si beau, au-delà du défi sportif ou de la performance ahurissante que représente un tel challenge, c'est surtout le fait que Russ est venu pour apprendre, qu'il est venu se plonger au cœur de cultures qui d'apparence ne lui correspondaient pas du tout, mais en s'imprégnant de chacune d'entre elles, il en est à chaque fois sorti grandi. Je suis le premier à croire qu'on a tout à apprendre de l'autre. Et que même si parfois on a l'impression que tout peut nous différencier, en se posant et en faisant tomber nos préjugés, il y a toujours un moyen de sortir grandi d'une interaction. Positive ou négative d'ailleurs. Croyez-moi, quand Russ s'est fait kidnapper ou braquer au milieu de nulle part, il était au fond du gouffre, mais ça lui a permis de se relever et de crier son message encore plus fort à travers tout l'Afrique. Il ne faut aussi surtout pas oublier tous les efforts que Russ a fournis tout au long de sa vie pour en arriver ici. Et je vous avoue que travailler sur cette vidéo a été un vrai challenge au-delà du taf qu'un tel contenu représente. Ça m'a vraiment poussé à me poser des questions, comment je peux aller aussi repousser mes limites. Parfois c'est tout bête, juste se poser en dessous d'un arbre sans rien et se faire un dialogue intérieur. Ou en allant faire du sport et à chaque entraînement se dépasser un peu plus que la veille. Ou encore en s'instruisant ou en partageant des moments de qualité avec les personnes qu'on aime. Et en réalité, repousser ses limites sans vrai but, ça ne sert à rien. La finalité, c'est que faire cet effort supplémentaire, ce kilomètre supplémentaire, ce paragraphe bonus, cette heure de révision en plus, au-delà du résultat qui nous sera forcément bénéfique, le plus important c'est qu'on aura appris sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Et c'est ça qui compte vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je me devais de faire quelque chose de grand pour raconter ce que Russ avait pu vivre. J'ai mis tout mon cœur dans ce projet, alors j'espère sincèrement qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes malheureusement beaucoup trop à passer à côté, c'est trop dommage. 95,5% exactement, la stat est aussi folle qu'elle fait mal. Vous le voyez, la vidéo est déjà assez longue et dites-vous que je n'ai pas encore pu tout raconter sur cette histoire incroyable. Russ vient tout juste de sortir un livre, alors n'hésitez pas à aller check ça si vous voulez en apprendre plus sur la traversée. Je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux à soutenir les vidéos. De gros projets arrivent et vous me poussez aussi à rendre chaque vidéo encore plus qualitative que la précédente. Encore un grand merci à CyberGhostVPN de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par mon lien en description pour avoir une réduction. Et n'oubliez pas la technique que je vous ai montrée pour vos futurs voyages. C'était Twilo,
portez-vous bien, à la prochaine, tchuss.